Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire animé dans le cadre de série La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, organisée par le MEDEF et la FMD dans l'objectif de promouvoir des initiatives et des organisations responsables et inclusives. Je suis Emmanuelle Bessès, j'ai le bonheur de représenter aujourd'hui Wunjo. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale qui est née il y a 20 ans dans la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes très concrètement un cabinet conseil et un organisme de formation spécialiste de la qualité de vie au travail et nous accompagnons chaque jour des structures, qu'elles soient associatives, entreprises ou des collectivités locales, à être des lieux où il fait bon vivre et travailler. Nous accompagnons des gouvernances, nous accompagnons des travailleurs et nous accompagnons également des managers dans leur capacité à exercer ce rôle hautement complexe aujourd'hui. Le management, ça sera justement le sujet de notre webinaire. Sachez que chez Wunjo, nous investissons 20% de nos ressources à organiser et à animer des actions dites d'éducation populaire. C'est-à-dire que de manière bénévole, nous investissons 20% de notre temps et de nos moyens financiers à faire avancer les représentations de la société civile et des acteurs du monde économique, de la vie professionnelle, de manière à ce que la qualité de vie au travail soit un sujet mieux considéré, mieux traité et que les actions soient davantage efficaces. Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui, pendant ce webinaire et les 2 heures qui nous attendent, sur le sujet du management inclusif. Ce management inclusif en tant que levier pour permettre un maintien en emploi positif des travailleurs et des travailleuses. On le sait, l'entreprise inclusive, c'est nativement une entreprise qui va embaucher en son sein des profils issus dits de la diversité. Mais finalement, cette mixité professionnelle n'est qu'une première étape. Ce qu'on constate, c'est qu'ensuite, les personnes issues de la diversité méritent une attention toute particulière pour vivre le travail positivement et bien réaliser leur travail. Alors, comment est-ce qu'on cultive un management inclusif au travail? Comment est-ce qu'on peut respecter une règle dite d'équité de traitement? Comment est-ce qu'on peut permettre à chacun et à chacune, dans un collectif de travail, de sentir qu'il et qu'elle a sa place, qu'il et elle est intégré, qu'il et elle est accepté tel qu'il est? Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir de partager l'écran pour les 2 prochaines heures avec Fabien Darol, qui est le PDG du groupe EPSO. Fabien, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel et merci de m'accueillir pour ce webinaire. Merci à toi d'être avec nous. Est-ce que je peux te proposer dans un premier temps de nous raconter un peu qui tu es, ce que fait EPSO? Oui, bien sûr, merci. Donc rapidement, moi je suis donc Fabien Darol, je suis le fondateur et dirigeant d'EPSO. Avant de créer cette entreprise, j'ai commencé ma carrière par une vie dans l'armée de terre. J'ai été pendant 9 ans militaire. À l'issue de cette expérience, je suis rentré dans la profession des services, notamment de la propreté industrielle, dans une entreprise française dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans, en France et à l'étranger. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de créer ma structure en Espagne, où je faisais de l'accompagnement d'entreprise sur l'organisation d'entreprise et notamment le management inclusif. Donc j'accompagne des entreprises en Espagne et en France. Et il y a 7 ans, nous avons créé la société EPSO en association avec Espace de Propreté, qui est une entreprise qui existe depuis 25 ans en région PACA. Donc EPSO qui signifie Espace de Propreté Sud-Ouest et qui, comme vous le voyez derrière moi, ne fait pas que de la propreté puisqu'on travaille dans les espaces verts, les piscines et le multiservice. Et donc nous sommes implantés en Occitanie. Nous voulons une entreprise de proximité, donc 3 établissements, Toulouse, Pamiers, Carcassonne. Et notre objectif, c'est de devenir l'entreprise référente dans notre profession, bien sûr, mais aussi dans le monde des entreprises inclusives en Occitanie. Merci Fabien, c'est un grand bonheur, pour moi de partager les 2 heures avec toi parce que, alors j'ai l'habitude de le dire et je sais que ça te fait un peu rougir, mais pour moi, tu fais partie, de ces patrons qui ont tout compris, de ces patrons qui ont créé une entreprise, parce qu'elle a une mission, humaniste profondément. Donc on est très, très loin, du patronat qui court après l'argent pour l'argent. Tu as créé ta boîte pour créer des emplois, pour permettre à des personnes de retrouver une forme de dignité humaine. Et je sais que chaque jour, tu es attaché
à pratiquer un management inclusif et à insuffler en fait cet état d'esprit dans tes équipes. Donc, merci à toi pour le temps que tu accordes. On imagine que ton emploi du temps, il est sacrément chargé. Et je sais que ça fait aussi partie de ta façon de voir ton métier que de prendre du temps pour raconter ce que tu penses, ta vision des choses. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est vrai que tu me flattes un peu. On a créé cette entreprise effectivement pour ça. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté les grands groupes le groupe dans lequel j'étais travaillait quand même beaucoup là-dessus, ce qui a permis sa réussite, hein, je pense. Mais effectivement, je pense que l'entreprise qui se veut, alors c'est ma vision des choses, l'entreprise inclusive elle doit être proche de ses salariés, de ses clients, et c'est la raison pour laquelle on se limite, si c'est une limite, à l'Occitanie pour vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et le faire du mieux possible. Alors, comment est-ce qu'on va vivre les 2 heures qui arrivent? Il ne vous aura pas échappé qu'on a appelé ce webinaire une causerie. Donc, en fait, vous allez voir que ça va être très informel et très simple. On va papoter avec Fabien. Et on a la chance d'avoir avec nous Gwenaëlle Ruella, que vous voyez à votre écran. Donc, Gwenaëlle va être votre modératrice pendant les 2 heures. Elle intervient avec vous dans le chat. Donc, n'hésitez pas à déposer vos commentaires, vos questions, à partager vos émotions. C'est toute cette matière-là que vous allez pouvoir nous transmettre qui fabriquera une forme d'interactivité, puisque du coup, Gwenaëlle sera votre porte-parole et elle aura plaisir à venir nous interrompre ou relancer le débat au gré de ce que vous voudrez bien partager. Et donc, voilà, on va avoir une belle heure et demie d'échange et de débat avec Fabien. Pas de langue de bois, de la sincérité. Il va nous faire rentrer chez lui dans la façon dont il fonctionne. Et pour commencer, je vais juste vous tenir la jambe pendant 15 ou 20 minutes pour vous faire un petit exposé sur le sujet de l'entreprise inclusive. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce sujet. On sait que c'est aussi une formule qui est un peu à la mode et que certaines entreprises s'en saisissent parfois sans vraiment comprendre les concepts. Il faut dire que ces concepts sont assez complexes. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de démocratiser l'appréhension, la compréhension du contexte. Et on a déjà une première question ou remarque. Alors, c'est plus une remarque. Bonjour à vous deux et bonjour à tous. Moi, je serais assez confortable si on faisait un test du chat parce que d'habitude, dans un webinaire, il y a plein de bonjour, salut, on est arrivé, etc. Et là, je ne vois rien du tout. Donc, je ferais bien un petit test chat avant que tu partes en fait dans ton exposé où je n'aurai plus le cœur de t'interrompre. Super interruption spontanée de Gwenaëlle pour qui l'inclusion est un sujet très, très important. Effectivement. Je vois que ça marche. C'est bon. Merci à ceux qui répondent. J'avais à cœur que le chat fonctionne. Super. Et puis, ça permet de se sentir un peu moins seul aussi, hein, tous les trois face à cet écran. C'est chouette. Merci pour cette entrée humaniste. Alors, on va donc parler de l'entreprise inclusive. Alors, l'entreprise qui se dit inclusive, la base de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle décide de s'appliquer à elle-même, finalement, l'image de la biodiversité. On sait que la biodiversité, dans la nature, quand on regarde à l'extérieur de l'entreprise, là, de votre fenêtre, de votre bureau, la biodiversité, c'est quoi? C'est la condition sine qua non de la survie de notre espèce. C'est la condition sine qua non du développement du vivant et donc du développement de l'homme. Donc, à l'extérieur, on se rend compte que cette diversité, qui est juste la condition de la survie, elle existe autour de nous. Et l'entreprise inclusive, elle va dire, en fait, ce qui se passe à l'extérieur va aussi se passer à l'intérieur. C'est-à-dire que la composition de mes effectifs à l'intérieur de mon entreprise sera aussi diverse que ce qu'on voit à l'extérieur. Et quand on sait que la nature, elle a besoin de cette diversité pour survivre, pour quelle raison on aurait chez nous finalement que des clones? Donc, à la base, l'entreprise inclusive, elle se dit ça. Et j'aimerais bien rappeler, parce qu'encore une fois, on entend beaucoup de choses sur la diversité, qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. On a tendance à analyser le sujet de manière un peu manichéenne, la bonne diversité, ou alors on n'est pas bon en diversité. En fait, la diversité, c'est ni positif ni négatif. Ce n'est pas un problème à résoudre, la diversité. On en a fait un challenge RH, mais la vérité, c'est que la diversité, elle existe tout simplement. C'est-à-dire que dans n'importe quel corps social, dans n'importe quel collectif, dans tous les cas, la diversité, elle est embarquée. Parce qu'on n'a jamais deux personnes humaines qui sont les mêmes.
La diversité dans le monde professionnel, finalement, elle va parler, de ce qu'on va appeler les minorités. Donc ces minorités qui ont été identifiées et fléchées, par l'État et par des organisations, qui ont un gros cœur et qui font le constat qu'il y a une forme d'injustice sociale, et qu'il y a une forme d'injustice socio-professionnelle, puisque des personnes se retrouvent exclues de la possibilité de vivre une vie professionnelle et d'être mises en emploi, donc ce qu'on peut appeler les problématiques d'accès au monde de l'emploi et donc d'accès au travail. Cette entreprise inclusive qui va donc cultiver la diversité, dans ses croyances profondes, elle se dit, si on a envie d'être une organisation où il fait bon vivre et travailler, on ne peut pas être un système uniforme. Elle est convaincue dans ses valeurs profondes que la diversité est source de richesse, que c'est une force pour l'organisation. Et quand on dit ça, ça peut paraître être une formule, mais des études aujourd'hui font la démonstration que plus les profils sont divers dans l'entreprise, plus l'aventure humaine est enrichissante et stimulante, et donc plus les équipes sont performantes. J'aime cette citation de Saint-Exupéry qui dit « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ». Donc cette entreprise inclusive, elle va finalement nourrir sa culture organisationnelle avec des valeurs majeures telles que l'ouverture, la tolérance, la bienveillance. Donc se pose forcément chez elle un sujet, à partir du moment où elle cultive cette diversité, c'est comment finalement on va bien fonctionner toutes et tous ensemble avec nos différences. L'entreprise inclusive, du coup, au-delà de ses convictions et de ses concepts, l'idée c'est qu'elle soit inclusive dans les faits, donc elle ait des pratiques inclusives. Concrètement, donc, elle va s'ouvrir à la différence. Ça veut dire qu'elle va employer intentionnellement une main-d'œuvre qui va être composée d'individus de l'ensemble des différences démographiques humaines constatées dans la société dans laquelle elle est inscrite. Donc finalement, cette entreprise inclusive, dans sa première pratique, elle va modifier les conditions d'accès à l'emploi chez elle pour permettre une insertion socio-économique de ces profils dits issus de la diversité, donc de ces profils variés. Donc, elle va faire évoluer la composition de son groupe en diversifiant les profils qui sont à l'intérieur. Elle va intégrer des êtres humains, des hommes et des femmes, sans faire des préférences, sans faire de distinction, sans faire de discrimination. Elle va donc œuvrer pour cette fameuse justice sociale, se dire qu'il est hors de question de laisser à la porte de l'entreprise des personnes qui méritent, comme quiconque, de travailler. Donc, elle ne laisse personne de côté et notamment, elle ne laisse pas de côté les personnes qui sortent de sa norme. Donc, finalement, elle va donner sa chance à ces personnes qui, basiquement, sont exclues du monde professionnel. Donc, on comprend que la diversité, finalement, ça serait le contraire de l'uniformité, ça serait l'opposé donc de la ségrégation, de la discrimination. On va être sur un point de vue qui est très descriptif, qui est très quantitatif. Une entreprise qui pratique la diversité, elle a des KPI, des indicateurs pour dresser le profil de ses équipes avec des chiffres. On comprend que la diversité, c'est donc un sujet de recrutement, c'est donc un sujet d'intégration. Et c'est là où les politiques diversité nourrissent les plans d'action RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, puisque en ayant des pratiques de recrutement et d'intégration avec de la diversité, finalement, l'entreprise va nourrir sa responsabilité d'externalité sociale positive. Sauf que, on voit, et là chez Wonjo, nous on est particulièrement contactés par des entreprises qui ont un cœur et qui souhaitent être responsables et inclusives. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est des entreprises qui, globalement, vont avoir des politiques diversité, mais qui, pour autant, ne sont pas inclusives. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir un environnement inclusif dans l'entreprise si, évidemment, on n'a pas intégré des personnes qui sont issues de la diversité, mais que la politique diversité ne suffit pas à l'environnement professionnel pour être inclusif. C'est-à-dire que la diversité serait la première étape pour créer cette richesse humaine, mais qu'ensuite, à partir du moment où on est dans un collectif de travail, comme le schéma le présente, on peut, et on constate aujourd'hui, que les personnes issues de la diversité peuvent se retrouver aussi dans un système plus clanique, dans lequel elles ne vont pas forcément se retrouver
en termes de globalité dans l'entreprise. Donc, on est en train de dire que la diversité est une première étape, que par contre, se sentir inclus dans une entreprise, on va passer sur un champ plus émotionnel, plus sur celui de l'expérience qu'on va faire toutes et tous ensemble, une fois qu'on est à l'intérieur de l'entreprise. Donc, l'objet de notre webinaire aujourd'hui, il va être de dire, quand vous faites des efforts pour cultiver la diversité, ne gâchez pas tous ces efforts si par la suite, eh bien, finalement, on n'a pas des comportements inclusifs dans l'entreprise. Et des comportements inclusifs de la part de toutes et tous, évidemment des personnes issues de la diversité, des collègues, des équipes de travail qui intègrent ces nouvelles personnes, de la part du management qui a un rôle absolument stratégique pour accompagner les nouvelles recrues et accompagner les équipes à bien vivre leur travail et à bien faire leur travail. Et bien évidemment, il y a un sujet d'organisation. Comment est-ce qu'à l'échelle du grand collectif qu'est l'entreprise, on peut cultiver ce sentiment d'être inclus au travail? Donc, si je fais un petit comparatif pour bien clarifier, finir de clarifier la différence entre diversité et inclusion, on comprendra donc que l'inclusion est plutôt le contraire de l'exclusion. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur de l'ordre du sentiment, du mal-être, qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir sa place dans le collectif qu'on vient d'intégrer. On est plus sur quelque chose qui est quantitatif et descriptif. Le sentiment d'inclusion, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus qualitatif et qui va être dynamique, dans le sens où il va être vivant, puisque c'est une émotion qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. On va être du coup beaucoup plus sur un sujet de management et un sujet de qualité de vie au travail. Je rappellerai que la qualité de vie au travail, ce n'est pas juste des massages bien-être, des cocktails de fruits à la cantine. C'est avant tout prendre soin des travailleurs, de leur capacité à bien faire le travail et à bien vivre leur travail. Et vous comprendrez bien aussi qu'en matière de diversité, si on nourrit des engagements sociaux et sociétaux de l'ordre de l'externalité positive, en matière d'inclusion, on va plutôt œuvrer pour une internalité positive et faire en sorte que les êtres humains soient bien, soient heureux dans leur environnement professionnel. Alors, je vous ai parlé de sentiment d'inclusion. Pour finir, j'ai vu des personnes issues de la diversité qui se sont senties magnifiquement inclus. Et j'ai vu des Madame Michu, des collaboratrices avec un profil parfaitement classique, avoir le sentiment chaque jour d'être exclus. Et donc, j'aime à penser que le management inclusif n'est pas seulement à la destination des personnes issues de la diversité, que notre attention humaniste en termes de management et de vie au travail ne doit pas être simplement focalisée et cannibalisée uniquement par les personnes qui viennent de la diversité, et que chacun et chacune mérite de se sentir inclus au travail. Alors, ça serait quoi le sentiment d'inclusion ? La définition, nous, chez Wonjo, qu'on donne, et quand on intervient dans les entreprises, vraiment les messages qu'on essaye de faire passer, c'est que le sentiment d'inclusion, c'est ce sentiment d'être accepté en étant soi au travail, et soi avec un grand S. Ça repose en fait sur donc on est vraiment sur de l'échelle très, très individuelle, hein, on psychologise la vie au travail, et en fait, ça va reposer, il y a deux jambes dans le sentiment d'inclusion. Il y a d'abord cette capacité à se sentir intégré. Quelqu'un qui se sent inclus, c'est quelqu'un qui va dire voilà, j'ai vraiment le sentiment d'appartenir à mon équipe. J'ai le sentiment que dans ce collectif de travail, la place qu'on m'a donnée, elle est clairement définie. Je sais laquelle j'occupe. Et cette place, non seulement elle est claire, mais en plus, elle est respectée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous savez, de zone de flottement entre les missions, les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Je me sens appartenir à ce collectif, j'ai une place claire et respectée, et pour se sentir intégré, ça c'est un élément très important en qualité de vie au travail, on sait qu'un travailleur, pour qu'il se sente bien, il a besoin d'être encouragé à participer à la vie du collectif. C'est-à-dire que cette partie prenante, ce membre de l'équipe, on va venir le chercher sur son avis, on va écouter comment il va, on va l'impliquer dans les projets, on va partager le pouvoir, partager la gouvernance. On va en fait lui signifier que être membre de l'équipe, c'est avoir des droits, avoir des devoirs, et que cette personne-là va être considérée en tant qu'un être humain qui va amener toute sa richesse et tout un potentiel de contribution.
Mais le sentiment d'inclusion, c'est pas simplement de se sentir intégré. Malheureusement, c'est un tout petit peu plus complet et complexe. Il y a la notion de liberté. Et Dieu sait que dans la vie professionnelle, la liberté, c'est un sujet qui n'est absolument pas évident. On le voit aujourd'hui avec des effets de mode et des avancées culturelles. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup des LGBT. On a énormément parlé ces 10 dernières années des ratios hommes-femmes. Quelle que soit en fait la typologie qui va venir caractériser une partie de nous, la personne qui souhaite se sentir inclus, c'est une personne qui va sentir qu'elle a le droit d'être elle, qu'elle est libre d'être elle, et qu'en fonction de qui elle est, dans tous les cas, elle va être respectée pour qui elle est, qu'elle n'aura pas besoin de cacher une partie de son identité. Et je prenais des exemples caricaturaux comme les orientations sexuelles ou simplement le genre, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on voit par exemple sur des métiers de soins et de relation à l'autre, certaines personnes doivent absolument faire, vous savez, le fameux poker face, c'est-à-dire être toujours heureux, souriant, dynamique, positif, accueillant. On a des métiers qui ont des exigences émotionnelles très très fortes et qui font que parfois, eh bien, dans l'arrière-scène, c'est super compliqué, mais par contre, dans l'avant-scène, eh bien, on se doit d'être cette personne, positive. Et donc, il y a une part de nous qui doit être cachée, des émotions qui doivent être refoulées. Il y a des métiers qui embarquent cette contrainte nativement, qu'on accepte, comme il peut y avoir des métiers qui vont être pénibles d'un point de vue physique. Là, je parle de la pénibilité plutôt psychologique et émotionnelle. Dans ce type de structure, à partir du moment où notre avant-scène suppose de pouvoir porter un masque quelque part, il est absolument stratégique de pouvoir en back-office libérer les émotions, partager ce qu'on ressent pour que la réalité de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent puisse être acceptée et entendue. Se sentir libre, c'est aussi être autorisé à être authentique, c'est-à-dire à exprimer ce que l'on ressent, sans que finalement, lorsqu'on expose nos vulnérabilités, qui sont juste la nature de l'être humain, sans qu'on soit jugé, dévalorisé, stigmatisé et mis de côté. Parce que là, vous imaginez qu'on arrive on serait dans ce type de cas complètement à l'opposé de la volonté première, qui est la volonté d'inclure, puisqu'on sera en train de toucher la fibre de l'être humain, qui est sa peur d'être exclu. Donc c'est bien plus complexe qu'on ne le croit, de vouloir être une entreprise inclusive. Avoir une politique diversité, oui. Prendre soin chaque jour du sentiment d'inclusion. C'est un chantier qui est de l'ordre de l'intime et du personnel, de l'individu. Et l'organisation, comme le manager, comme chacun des collègues, comme chacun des travailleurs, a une responsabilité en la matière. Chacun a sa part de responsabilité. Ce qui se joue, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, êtres humains. Freud disait que finalement, comme l'être humain est nativement un animal social, sa pire souffrance psychologique, c'est sa souffrance sociale. C'est-à-dire sa peur finalement de se retrouver seul, de constater qu'autour de lui, on ne l'aide pas à vivre, on ne l'aide pas à survivre. Il disait qu'il était absolument intolérable pour l'être humain de penser même que ses congénères pouvaient l'empêcher de vivre. Et donc, on comprend que cette souffrance psychologique qui nous habite toutes et tous vient chercher chez nous des besoins fondamentaux, des besoins universels. Alors moi, je suis une grande fan d'Abraham Maslow. Chez Wunjo, c'est un peu notre père fondateur. C'est absolument pas lui qui a fabriqué la pyramide que vous connaissez toutes et tous, que je vous présente, mais juste pour les besoins de l'exercice, pour clarifier, parce que cette pyramide, elle n'est pas complètement fausse quand même. Notre sentiment d'inclusion, il parle donc d'un besoin de sécurité psychologique qui va être à la croisée d'un besoin d'appartenance et d'un besoin d'estime. Vous voyez, on embarquerait ces deux grands étages de la pyramide. Et donc, au travail, se sentir inclus parlerait de se sentir en sécurité dans ce collectif de travail pour s'y sentir bien sûr, mais pour bien faire son travail. Encore une fois, en qualité de vie au travail, on ne dit pas, chers travailleurs, chères travailleuses, venez vivre avec un collectif de travail. On dit bien, venez travailler. On y va pour bien faire notre travail.
Et ce qu'on constate sur le terrain chez Wonjo, c'est que les personnes qui se sentent exclues, quand bien même elles auraient les outils de travail nécessaires, quand bien même elles auraient le temps, quand bien même la qualité de leur travail ne serait pas empêchée, elles n'ont plus le cœur à l'ouvrage, elles n'ont plus cette motivation et cet engagement qui est absolument nécessaire pour réaliser du bon travail. Donc finalement, le risque d'un sentiment d'exclusion sociale, il est non seulement de gâcher le bonheur individuel, mais aussi le bonheur collectif et donc la performance du collectif de travail. Pour finir, je voudrais vous dire que notre sensibilité personnelle à la question de l'inclusion, elle vient vraiment chercher notre histoire, nos croyances, nos valeurs. C'est extrêmement intime comme sentiment. C'est pas évident. Parfois, nous, on a des témoignages, par exemple, de dirigeants qui disent moi, je mets tout en œuvre dans mon entreprise pour que les gens se sentent inclus, qu'ils se sentent bien ensemble, qu'ils puissent bien travailler ensemble, que chacun se sente libre dans le respect des uns et des autres. Mais en fait, je me rends compte que la personne qui se sent la moins inclue dans l'entreprise, c'est moi. Parce que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que toute l'attention et l'énergie sur le sujet de l'inclusion, elle est souvent portée à l'égard de ces fameuses personnes dont on sait porter un bagage d'exclusion. Mais on oublie de porter le regard aussi sur les dirigeants et sur les managers, qui sont des personnes qui ont des situations de responsabilité. Et en fait, culturellement, ça crée une forme de distance entre les équipes et ces personnes-là. Et c'est assez triste de se rendre compte que la solitude et la souffrance sociale est non seulement évidemment vécue par un grand nombre de travailleurs et de travailleuses français et françaises, mais aussi par les personnes qui sont en situation de responsabilité. Nos blessures intimes et personnelles, elles appartiennent évidemment à notre sphère personnelle. Mais au travail, on n'est pas une personne différente de la vie, de notre vie personnelle. C'est fini l'époque où on disait laisse tes émotions à la porte du bureau, voilà, oublie tes soucis perso. On vient au boulot avec tout ça, on vient avec toute notre part intime. Et on va mettre dans le champ de la vie ensemble au travail ce qu'on va appeler, nous en psychologie, l'extime, c'est-à-dire la part de notre intimité. Soit qu'on ne sait pas faire autrement que de la mettre dans le champ extérieur, soit parce qu'on va décider, et ça c'est une vraie décision délibérée, de partager de nous des choses qui peuvent paraître vulnérables et qui comportent beaucoup de beauté.